Dans la guerre, la femme est tout au plus un enjeu, un butin. Elle en demeure exclue et est en réalité un adversaire impossible, selon les termes de Myriam du Fourmètre. Dans l'ordre du discours, polémiquer, au XVIIe siècle, est aussi une affaire d'homme, la féminité, une mascarade, avec laquelle il n'est pas de terrain de rencontre discursif, toujours selon les termes de Myriam du Fourmètre. Elle souligne en particulier la difficulté pour une femme de résister à la galanterie et l'inconfort de la posture féminine dans l'esthétique galante. Madame de Sévigné correspond pendant près d'un quart de siècle avec Roger de Bussy-Rabutin, donc son cousin. Leur correspondance comprend 310 lettres. Elle commence en mars 1646 et prend fin en décembre 1692. Bussy meurt quelque temps après, en 93. Elle est marquée par d'importantes interruptions, dont une de 9 ans, au moment de la fameuse affaire du portrait. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Bussy-Rabutin est un homme de guerre. C'est aussi un fort galant homme qui multiplie les assauts galants, en particulier au moment du veuvage de sa cousine, qui pourrait servir ses intérêts, car comme l'a souligné Johann de Guin, la famille met en jeu, certes, mais aussi des rapports de force, des relations de pouvoir et des liens de service. Il lui mène donc une guerre galante. Or, la cousine, marquise, s'aménage très tôt un éthos masculin de nature guerrière. La figure d'Amazone semble lui permettre d'esquiver cette galanterie et d'orienter la rencontre épistolaire sur un terrain discursif masculin assimilé métaphoriquement au duel, d'essence nobiliaire et héroïque. Le duel fait alors fureur auprès des nobles en perte de prestige. Très présent dans la littérature de la première moitié du XVIIe, il constitue le motif privilégié des auteurs dramatiques comme Corneille, que la marquise admire. La théâtralité et l'agressivité dont le duel est porteur sont donc transférées dans le champ de la parole épistolaire, véritable joute où l'esprit domine. Et il semble que le rabutinage, qui est donc un mot forgé par les cousins, contraction de rabutin et badinage, et qui renvoie à cet échange de jeu d'esprit de lettre en lettre entre cousins de la même branche, est la traduction rhétorique du duel. Ainsi, nous montrerons comment la construction de cet éthos de femme guerrière lui permet finalement de donner une forme d'autorité à sa voix féminine en déplaçant l'espace d'échange sur le terrain masculin du duel, où il est alors possible de jouer à égalité avec un homme et de démontrer son habileté rhétorique. Nous examinerons tout d'abord donc la constitution de cet éthos d'Amazone qui lui permet de se décaler d'une certaine galanterie amoureuse et de se garantir de la satire de son cousin, puis comment elle transforme la saine dénonciation de la lettre en champ clos qui l'autorise à polémiquer avec son cousin. Enfin, en quoi elle légitime l'entrée en lice au sein d'un agone esthétique qui, à proprement parler, le rabutinage. Donc je commence la première partie, l'aménagement d'un éthos d'Amazone au seuil de la correspondance. Donc on relève dans les toutes premières lettres qui ouvrent l'échange des cousins un contraste entre le tour galant des lettres de Bussy et le ton héroïque de Madame de Sévigné. Lui multiplie les topoi galants, elle n'entre pas dans son jeu, et son badinage esquive même cette galanterie. Or, comme l'a montré Myriam du Fourmètre, le risque est grand pour elle d'être disqualifiée face à celui qui va coécrire avec Conti dès 1654 une des premières satires contre les précieuses, la fameuse carte du pays de Bracry, au lendemain donc de la carte de Tendre et donc parodie de cette carte. Donc, on l'a souligné, Myriam du Fourmètre met en lumière donc l'inconfort de la posture féminine dans l'esthétique galante. C'est-à-dire que dès qu'une précieuse résiste aux assauts galants, elle n'est pas prise au sérieux et ne peut être autre chose qu'une coquette qui ment ou une prude qui se censure. Autrement dit, les femmes sont ainsi privées de statut éthique au sens rhétorique du terme. Or, la figure de l'Amazone, femme guerrière, semble permettre en quelque sorte à Madame de Sévigné d'échapper à cet inconfort, en s'extirpant du jeu de la guerre galante, où la femme n'est finalement qu'une place forte à conquérir. C'est notamment par le jeu donc des contre-vérités et le sous-texte cornélien qu'elle se décale des topoi amoureux et s'aménage cet éthos héroïque. La première lettre conservée de la marquise ouvre ainsi les hostilités, portant la nouvelle de la naissance de son fils, Charles, au sujet de laquelle Bussy s'est montré oublieux. Donc voici ce qu'elle lui dit. Je vous trouve un plaisant mignon de n'avoir pas écrit depuis 2 mois. Avez-vous oublié qui je suis et le rang que je tiens dans la famille? Ah, vraiment, petit cadet, je vous en ferai bien ressouvenir. Si vous me fâchez, je vous réduirai aux lambelles. Vous savez que je suis sur la fin d'une grossesse, et je ne trouve en vous non plus d'inquiétude de ma santé que si j'étais encore fille.
Eh bien, je vous apprends, quand vous en devriez enrager, que je suis accouchée d'un garçon, à qui je vais faire sucer la haine contre vous avec le lait, et que j'en ferai encore bien d'autres, seulement pour vous faire des ennemis. Vous n'avez pas eu l'esprit d'en faire autant, le beau faiseur de filles. Donc son statut d'héritière de la branche aînée, qui prime sur le genre, lui confère ainsi pleine autorité d'un point de vue social et familial, comme le souligne la question du rang. Dramatisons son propos, elle se met en scène en Amazone outragée et construit un véritable espace imaginaire sur lequel elle convoque son cousin en l'apostrophant et en l'humiliant petit cadet. Elle le défie comme l'épée à la main. Cette mise en scène agressive coïncide avec le rappel très concret du code aristocratique, le lambel, qui est une sorte de brisure placée dans les armoiries pour indiquer les branches cadettes. Elle lui déclare ainsi la guerre, inversant la hiérarchie traditionnelle des sexes, contrairement à elle, qui donc honore la lignée en donnant naissance à un fils, lui n'est qu'un beau faiseur de filles. Chef des armes, elle affiche ainsi rudesse et brutalité. Mais Bussy entend mener et maintenir la guerre sur le terrain galant. Il lui répond habilement, à la manière de ces poètes galants qui, comme le remarque Claudine Nedelec, réclament, quasi comme leur dû, au nom même de l'honnêteté, je souffre donc je mérite, il n'est pas honnête de me refuser ce à quoi j'ai droit, ce que la dame est cruelle et malhonnête de refuser. Autrement dit, la rudesse de sa cousine lui donne le droit, en compensation, de réclamer des douceurs. Il renverse ainsi ses menaces et reprend autorité sur elle. Prenez garde à quoi vous vous engagez. Et la guerre amoureuse continue. En pleine fronde, alors que les cousins se retrouvent dans des camps opposés, il lui avoue son espoir de lui faire quelque plaisir au sac de Paris. Madame de Sévigné apparaissant alors sous sa plume en butin sexuel. Plus tard, une fois veuve, il l'incite à devenir la maîtresse de Conti, ex-libertin et ex-frondeur qui vient d'épouser la nièce de Mazarin. Cela arrangera bien ses affaires. Dans une petite mise en scène digne de Saturnale galante, il l'imagine en proie à un dilemme amoureux, soit prendre pour amant Conti ou Servian, l'incitant à servir sa cause. Pourtant, Madame de Sévigné ne suivra pas ses incitations ni ses sollicitations. Elle ne se remariera pas. La deuxième lettre qui nous est restée de la marquise, datant du 26 juin 55, est particulièrement intéressante. Elle y maintient son éthos de femme guerrière au ton haut et esquive les attaques de son cousin en se décalant de la galanterie et en poussant l'audace jusqu'à lui rappeler ses devoirs militaires. Ayant saisi que Bussy était allé voir sa maîtresse avant de partir en campagne, elle s'en démarque et affirme: chacun aime à sa mode. Pour moi, je fais profession d'être brave, aussi bien que vous. Voilà les sentiments dont je veux faire parade. Il se trouverait peut-être quelques dames qui trouveraient cela un peu romain, et rendraient grâce au Dieu de n'être pas romaine pour conserver encore quelque chose d'humain. Mais sur cela, j'ai alors répondre que je ne suis pas tout à fait inhumaine, et qu'avec toute ma bravoure, je ne laisse pas de souhaiter avec autant de passion qu'elle que votre retour soit heureux. Dans ce passage au sous-texte cornélien, elle se met en scène en Horace féminisé, dont elle parodie quelques vers. Elle souligne la bravoure de ses sentiments, nobles et tendus vers la gloire militaire, en se mettant à égalité avec Bussy. Je fais profession d'être brave aussi bien que vous. Elle se démarque de la galanterie et de la posture de faiblesse amoureuse qu'elle abandonne aux autres femmes. Bussy se voit par là rappelé à son devoir familial, il doit revenir auréolé de gloire. C'est à lui, désormais, de servir l'ambition de sa cousine. Cet éthos de femme guerrière aristocratique, donc par essence, lui permet encore une fois de bénéficier de l'ascendant de la branche aînée qui lui confère donc une forme d'autorité sur lui. Maintenant, j'en arrive au duel explicite. Un silence épistolaire de 9 ans interrompt ensuite la correspondance, suite à la fameuse affaire du portrait. Donc, un petit rappel sur l'affaire du portrait. Donc, Bussy devait partir en campagne en 58. Il demande de l'argent à sa cousine. Elle accepte, mais elle souhaite prendre des garanties. Ce qui prend du temps, il est trop pressé. Donc, il estime que finalement, elle l'a trahi en ne lui donnant pas cet argent immédiatement. Il va répliquer quelque temps après en faisant un portrait au vitriol de sa cousine, la fameuse Madame de Chevreuse dont on a parlé hier, en l'intégrant dans l'histoire amoureuse des Gaules. L'histoire amoureuse des Gaules va lui valoir un embastiment, puis un exil de 17 ans. Donc la correspondance reprend donc 9 ans après, en 66. Madame de Sévigné use alors la première de la métaphore explicite du duel qu'elle superpose à celle du procès pour désigner à ce moment-là leur correspondance, qui est donc le lieu de leur règlement de compte.
Julien Perrier-Chatran, dans le Théâtre du sang, rappelle que de pratique judiciaire ordalique, le duel devient alors le moyen privilégié de défendre son honneur. La métaphore du duel signale donc un transfert dans le champ de la parole épistolaire de l'agressivité de la théâtralité propre au combat singulier, favorisée par la dimension diagonale et agonale de l'échange. La marquise défend alors comme un homme son honneur bafoué en mêlant rhétorique judiciaire et rhétorique de la pointe assassine. C'est par une estocade verbale qu'elle ouvre les hostilités le 6 juin 68. Chi offende non perdona, proverbe italien signifiant qui offense ne pardonne pas. C'est bien sûr la fameuse offense du portrait qui ressurgit ici. Mais Bussy, retourne alors l'attaque. Il lui a déjà demandé pardon et qu'elle lui a accordé. C'est donc elle qui est parjure. Par ailleurs, il affirme qu'elle aurait dû le soutenir quand il s'est fait embastiller et donc elle a trahi leur amitié. C'est donc elle qui l'a véritablement offensé. Donc c'en est trop pour Madame de Sévigné, qui appelle alors son cousin à se dédire à la manière de Rodrigue interpellant d'Angormas dans l'exorde de sa lettre cartel datée du 26 juillet 68. Je veux commencer à répondre en 2 mots à votre lettre du 9e de ces mois, et puis notre procès sera fini. Dans son étude sur les duels, François Biacqua explique que les duellistes soignaient particulièrement le style de leur cartel, c'est-à-dire c'est l'appel au démentir par écrit, certains constituant de véritables plaidoiries. Madame de Sévigné emprunte en effet à la rhétorique judiciaire. Elle accuse d'abord son cousin. Vous préférâtes à votre ancienne amitié, à votre nom, à la justice même, le plaisir d'être loué de votre entourage. Donc le crescendo souligne la coupable vanité d'auteur du cousin, préféré aux valeurs familiales. Puis, dans une narration, elle fait revivre les circonstances passées en recourant au présent de narration, au discours direct. Alors que tous savaient que le portrait qu'elle que son portrait, qu'elle croyait elle-même détruit, continuait de courir, continuait de circuler, comme des témoins le lui rappellent. J'ai vu votre portrait dans les mains de Madame de la Baume, je l'ai vu. Ou bien, je l'ai vu, me dit-on encore. Elle a refusé, pendant plusieurs mois, de le croire, avec dédain. Jusqu'au retournement tragique, véritable catastrophe, au sens aristotélicien. Enfin, le jour malheureux arriva où je vis moi-même, de mes propres yeux bigarrés, le fameux portrait. Donc on a une reprise parodique du propos de Bussy, mes yeux bigarrés, ça se trouve donc dans le portrait satirique qu'il fait d'elle, qui vaut ici pointe, et qui souligne toute l'ironie tragique de la situation. Cette mise en scène de l'aveuglement de la marquise constitue en fait une preuve puissante de la confiance, justement aveugle, qu'elle vouait à Bussy, et partant de son amitié. Elle fait ainsi sentir toute la profondeur de la blessure infligée. Ainsi le somme-t-elle à la fin de sa lettre de se dédire. Avouez que vous avez cruellement offensé l'amitié qui était entre nous, et je suis désarmée. Puis plus loin, je vous obligerai malgré vous à me demander pardon, c'est-à-dire à me demander la vie. Mais Bussy ne dément nullement dans sa réponse du 29 juin 68 et renverse encore l'affront comme le laissait le pressentir le prélude. Il a eu en effet bien du déplaisir à voir que la seule personne de son rang qu'il aimait au monde l'abandonna dans une affaire d'honneur où elle ne courait aucun hasard. Autrement dit, donc les garanties euh, qu'elle souhaitait prendre concernant le prêt ont pris trop de temps et donc ont été vécues comme une trahison du sang, justifiant même sa haine. S'il reconnaît que la représaille a été plus forte que l'offense, le comparatif indique bien que pour Bussy, les torts sont partagés. Enfin, il donne même une nouvelle version des faits pour se disculper partiellement. Il aurait bien déchiré le portrait, et c'est le mari de Madame de Montglas, sa maîtresse, qui l'aurait ramassé et donné à Madame de la Baume. La lettre suivante de la marquise s'ouvre ainsi. Encore un petit mot, et puis plus. C'est pour recommencer une manière de duplique à votre réplique. Les phrases nominales, les interrogations directes et plus tard le juron confèrent un tour agressif à cette duplique. Où diantre voulez-vous que je trouvasse 12 ou 15 000 francs? Les avais-je dans ma cassette? Les trouve-t-on dans la bourse de ses amis? Quant à la résurrection du portrait par monsieur de Montglas, voici ce qu'elle ajoute. Quelle niaiserie me contez-vous là? Ne me dites point que c'est la faute d'un autre, cela n'est point vrai, c'est la vôtre purement. C'est sur cela que je vous donnerais un beau soufflet si j'avais l'honneur d'être auprès de vous et que vous me vinssiez compter ces lanternes. La colère explose, l'agression verbale glissant à l'agression physique, sur un mode fantasmé. Dans sa réponse ou triplique, Bussy file à son tour la métaphore du duel-procès et feint de s'offusquer de la brutalité inhumaine de sa cousine. Je ne pensais pas que vous vous mélassiez, vous autres belles, d'avoir de la cruauté sur d'autres chapitres que sur celui de l'amour.
Cessez donc, petite brutale, de vouloir souffleter un homme qui se jette à vos pieds et qui avoue sa faute et qui vous prie de la lui pardonner. Ce jeu masque en réalité toute sa mauvaise foi. Il renoue avec la galanterie qui est une manière de dérobade. Sa reddition galante lui permet de ne pas reconnaître le bien fondé des arguments de sa cousine. Madame de Sévigné ne se départit pas de son éthos dans sa lettre du 4 septembre 68. Elle apostrophe son cousin qu'elle met en scène à terre, l'épée gisant de côté. Levez-vous, comte, je ne veux point vous tuer à terre, ou reprenez votre épée pour recommencer votre combat. Dans un élan de générosité, Rodrigue au féminin, elle refuse de le tuer. Mais la donaison de vie est aussi une manière d'humilier son adversaire en faisant s'en obliger. Par ce jeu du duel, elle aura donc défendu jusqu'au bout son honneur comme un homme. J'en arrive à la troisième partie, le rabutinage, un agone rhétorique. Aménager un éthos héroïque permet aussi de s'inscrire en digne héritière d'un art de la parole brillante et de répondre sur le terrain de la pointe héroïque, déployant bons mots et bons contes, toujours assénés à propos. En effet, Mercedes Blanco l'a montré, les sports favoris du gentilhomme, la chasse, l'escrime, la guerre, ont progressivement glissé dans la conversation au cours des XVIe et XVIIe siècles. Car, rappelons-le, les rabutins sont experts non seulement dans l'art de la guerre, mais aussi dans celui de la parole. En outre, la marquise ne se gêne pas pour rappeler aussi son ascendant en matière rhétorique quand elle déclare au sujet de l'atticisme « Mon père est l'original de ce style ». Forte de cet héritage, elle peut ainsi légitimement entrer en lice avec celui qui sera élu à l'Académie. Dans sa lettre du 25, donc très tôt, dans sa lettre du 25 novembre 55, Bussy lui a rapporté un duel entre des gentilshommes, Nogent et D'Humières, et il s'est montré, à un autre endroit de sa lettre, railleur envers le style de la marquise. Elle ne désarme pas et intègre à sa réponse un petit conte qui paraît bien répondre au récit de Bussy. Donc je vais le lire. Le prince d'Harcourt et la Feuillade eurent querelle avant-hier chez Jeannin. Le prince, disons que le chevalier de Gramont avait l'autre jour ses poches pleines d'argent, il en prit à témoin la Feuillade, qui dit que cela n'était point et qu'il n'avait pas un sou. Je vous dis que si, je vous dis que non. Taisez-vous, la Feuillade, je n'en ferai rien. Là-dessus, le prince lui jeta une assiette à la tête, l'autre lui jeta un couteau. Ni l'un ni l'autre ne porta. On se met entre deux, on les fait embrasser. Le soir, ils se parlent au Louvre, comme si de rien n'était. Si vous avez jamais vu le procédé des académistes qui ont campus, vous trouverez que cette querelle y ressemble fort. Elle rend ainsi le coup. Sa narration d'un autre duel est beaucoup plus dramatisée, plus vive, plus piquante que celle de son cousin. Par son introduction du discours direct, du présent de la ration, de la parataxe, elle ajoute à la vivacité du récit, là où lui employait du discours indirect. La parole des académistes avoir campus, qui signifie avoir congé, sonne alors comme un bon mot, tombant à propos, et concourt à la moralité du conte, qui est une véritable petite satire de la noblesse. Prouesse verbale, ou petit morceau de bravoure, on a donc bien une réplique au récit de Bussy qui semble bien fade en comparaison. C'est aussi une manière de provoquer son cousin qui va dupliquer à son tour en juillet 56 en écrivant un autre récit comprenant cette fois un bon mot, donc du même la feuillade, et donc il va réintroduire du discours direct. Plus de 23 années plus tard, il affirme dans sa lettre du 27 novembre 78 « Mais comme vous savez que je vous rends toujours compte pour compte quand vous m'en avez fait quelqu'un, je vais vous donner aujourd'hui chanson pour chanson. » Le duel s'est donc pérennisé, alimenté par la concurrence rhétorique des rabutins, ressort même du rabutinage d'essence agonistique, qui mêle hommage et désir de dépassement. Mu par une logique de reprise et de réécriture, il donne ainsi naissance à une écriture collaborative. Car comme dans le duel, l'issue est la beauté esthétique du combat, dont les adversaires ont tout intérêt et collaborent à ce qu'il dure. Les filles des cousins, Madame de Grignan et Madame de Coligny, prêtent même parfois main forte et secondent leurs parents dans ce duel familial qui se fait alors à quatre mains. Ainsi, le duel rabutin entre hommes et femmes s'élargit aussi aux filles de la lignée. Je conclus. Ce duel durera donc 46 années. C'est sans conteste parce que les combattants sont de force égale qu'il peut ainsi perdurer. Aussi, lorsque la marquise s'interroge sur la faiblesse féminine dans la dernière décennie de sa correspondance, elle dit « Mais si j'avais été un homme, aurais-je fait cette honte à une maison où il semble que la valeur et la hardiesse soient héréditaires ?» Donc cette honte, c'est la faiblesse féminine. Elle ajoute « Je ne le crois pas. »
Et Bussy le confirme en lui assurant qu'élevée à la guerre, elle aurait été aussi brave qu'une Amazone. Cette figure guerrière, rude au combat, traverse ainsi toute la correspondance et donne à la parole de la marquise une forme d'autorité. Elle tend à prouver que la compétence rhétorique qui lui est associée n'est décidément pas une affaire de genre. Voilà, je vous remercie.